Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce cours numéro 18 et nous allons traiter du syndrome péritonéal qui correspond à l'item 357 de l'EDN. Donc comme pour les différents cours, seul ce qui va être dit dans ce diaporama et écrit sur ce diaporama fera l'objet de questions à l'examen final, mais vous avez deux supports disponibles gratuitement. Donc les fondamentaux de pathologie digestive et la fiche LISA de la péritonite aiguë de l'enfant et de l'adulte. Nous ne traiterons aujourd'hui que celle de l'adulte. Lorsqu'on fait ses études de médecine à l'hôpital Henri Mondor, à la faculté de Paris-Créteil, eh bien, on ne peut pas oublier cette citation de Henri Mondor lui-même. Les deux choses que le chirurgien craint le plus sont Dieu et la péritonite. Et puis, vous verrez qu'en pratique clinique, il va y avoir parfois des distorsions, des points d'achauffement entre les médecins et les chirurgiens. Mais cette maxime est une bonne maxime à savoir. En gros, seul le chirurgien, évidemment, s'il est bon, eh bien c'est lui qui va dire qu'il existe un abdomen chirurgical aigu qui, la plupart du temps, signe la péritonite. Donc revenons sur l'anatomie du péritoine. Il existe donc un péritoine pariétal qui va englober toute la cavité abdominale, un péritoine qui va recouvrir le mésentère si on parle de l'intestin grêle, et puis autour du tube digestif, ce qu'on appelle le péritoine viscéral. Donc vous savez que la douleur est différente en fonction de l'atteinte pariétale ou viscérale, en fonction, vous le savez, du différents systèmes nerveux périphériques. Donc voilà, une cavité dont on verra qu'elle est en fait totalement virtuelle. Il n'y a pas d'espace en fait entre cet organe-là et la paroi. Ce bout d'intestin grêle, le grand épiplon, le grand omentum, le petit épiplon et le foie, il n'y a pas d'espace réel. On voit les points d'accolement. On avait vu le volvulus du sigmoïde. Ici, il n'y a pas de fascia de Told pour le sigmoïde, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un volvulus, la racine du mésentère qui irrigue tout le grêle, et puis le côlon, le petit épiplon, et non représenté ici le grand épiplon qui lui est représenté ici, ce qu'on appelle le grand omentum ou grand épiplon. Et puis à la partie supérieure, quand on regarde par en dessous, le diaphragme avec le passage de la veine cave dans le diaphragme, et qui ensuite, bien sûr, ça bouge dans le foie, le passage entre les piliers du diaphragme de l'œsophage, et également entre les piliers du diaphragme et contre le rachis, l'aorte qui devient abdominale à cet endroit. Donc nous en avons fini avec l'anatomie et passons aux définitions. Donc la définition du syndrome péritonéal, de la péritonite, est une inflammation aiguë du péritoine. Alors elle est due la plupart du temps à une perforation digestive, et donc ça va donner par le passage du microbiote des infections, donc il va y avoir une inflammation due à l'infection, mais au niveau de l'estomac, il peut y avoir de l'acide, soit de l'acide physiologique, l'acidité gastrique, mais également lorsqu'il y a des tentatives de suicide par ingestion de Destop, eh bien, il y a, qui est de la soude, eh bien, il y a une destruction de l'estomac et on se retrouve avec ce produit chimique, le Destop en particulier, dans la cavité abdominale par nécrose complète de l'estomac. Et puis, il y a aussi des péritonites qui sont dues à une inflammation dans certaines maladies inflammatoires qui peuvent entraîner des réactions du péritoine. S'agissant des péritonites, en particulier septiques, eh bien, c'est la deuxième cause de sepsis en réanimation. Et bien sûr, la mortalité est très élevée en l'absence de traitement médical rapidement mené. La rapidité de la prise en charge d'un sepsis est fondamentale sur le résultat final de la prise en charge. Et bien sûr, dans les formes graves, le pronostic vital est engagé. Donc, on revient sur la physiopathologie. Donc, on revoit cette coupe en L3 où on voit qu'il pourrait exister une cavité, en fait elle est virtuelle, donc la cavité péritonéale elle est normalement virtuelle,
Mais par contre, il peut y avoir des épanchements qui peuvent être, on le verra, gazeux ou liquidiens. Et on parle d'épanchements libres lorsqu'ils remplissent une grande partie de la cavité abdominale et qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas limités par des cloisons, des adhérences entre le tube digestif, des fausses membranes, un corps étranger. Donc ensuite, un épanchement, ça ne veut pas dire uniquement du liquide. La plupart du temps, c'est du liquide intestinal, mais ça peut être du gaz, un épanchement gazeux, on parle de pneumopéritoine. Ça peut être un liquide biliaire, on parle de cholépéritoine. Ça peut être un liquide pancréatique, si c'est le pancréas, on parle d'épanchement liquidien pancréatique. Ça peut être un épanchement sanguin, on parle d'hémopéritoine. Ce peut être de l'urine après une chirurgie ou un traumatisme avec l'urtère qui est, vous le savez, rétropéritonéal, mais il peut y avoir une effraction, ou lors de greffe rénale, eh bien, il y a une mise en continuité, donc on parlera d'uropéritoine. Et puis ça peut être de la lymphe, on parle à ce moment-là d'acide chileuse, puisque vous vous souvenez, dans la digestion, la chyle, le chyle, c'est l'absorption des gras en dehors des acides gras à chaîne moyenne. Alors ces épanchements, ils peuvent provenir, on l'a vu, du péritoine lui-même, parce que la séreuse, elle peut sécréter des liquides, mais ça peut être aussi mécanique ou inflammatoire. Comme la maladie de Crohn, les maladies inflammatoires du côlon, infection, et puis aussi le cancer qui par lui-même peut donner des sécrétions de la paroi du péritoine. Et en fonction du caractère infecté ou agressif du liquide, il peut y avoir une péritonite, et on l'a vu, elle peut être à ce moment-là localisée ou généralisée en fonction tout d'abord de ce qui se passe comme adhérence, d'accollement entre les différents organes dans la cavité abdominale, mais également elle peut être localisée, puis si on n'arrive pas à limiter le processus, elle peut s'étendre à toute la cavité abdominale. Alors, en fonction des circonstances de survenue, on appelle ça la classification de Hambourg, eh bien on va parler de péritonite primaire, secondaire ou tertiaire. Alors la plus classique c'est la secondaire, mais premièrement, primaire, vous devez retenir qu'il y a une diffusion hématogène ou translocation digestive. Et donc la plus connue, c'est l'infection du liquide d'acide. Il y a également l'infection à pneumocoque. Pour les péritonites secondaires, la plupart du temps, c'est secondaire à la perforation du tube digestif ou de l'arbre biliaire. Et donc on va avoir une dissémination des germes digestifs. Je le rappelle, ce sont les plus fréquentes et la plupart du temps, le traitement est médico-chirurgical. Et puis, retenez qu'il existe des péritonites tertiaires qui sont en fait des infections intra-abdominales, des péritonites primaires ou secondaires, qui persistent malgré le traitement. Donc, on parle de péritonite post-opératoire ou de péritonite sur un cathéter de dialyse péritonéale. Je vous rappelle que ce sont des infections rares. Primaire, primitive, primaire et secondaire étant les principales, et surtout la péritonite secondaire. Donc, par argument de fréquence, les péritonites secondaires. Donc ensuite, en fonction de la localisation, donc soit c'est généralisé à toute la cavité abdominale, soit c'est au-dessus de ce qu'on appelle le mésocolon transverse, et on va parler de sus mésocolique pour les péritonites d'origine biliaire, d'origine duodénale et gastrique, et puis également pancréatite, en sachant que le pancréas peut également faire une péritonite en dessous. On va retenir le pancréas en sus mésocolique. Et puis en sous mésocolique, forcément, l'intestin grêle et le côlon. Alors cette distinction, elle est importante parce que la bactériologie ne sera pas la même, et puis les pronostics sont également différents. Alors les signes fonctionnels, on peut imaginer que ça va entraîner une douleur et des troubles du transit qui peuvent être un iléus réflexe du grêle, on l'a vu dans le cours sur l'occlusion. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour la douleur, elle est quasiment constante. Elle a une apparition la plupart du temps brutale, on appelle ça une douleur horaire. La douleur, elle est spontanée, le plus souvent très intense, elle est permanente, elle ne s'arrête pas.
et elle est généralement initialement localisée là où l'organe causal est impliqué, et puis quand diffuse à tout l'abdomen, lorsqu'elle se généralise, elle reste en principe maximale à l'endroit de la pathologie. Alors parfois elle a une irradiation scapulaire parce qu'il peut y avoir une irradiation par les coupoles, le nerf phrénique, et le nerf phrénique, vous savez que ça donne des irradiations au niveau des épaules. Alors les troubles du transit digestif, c'est la réaction inflammatoire, c'est l'iléus, c'est un arrêt des matières, mais surtout des gaz. Qui dit arrêt des matières et des gaz, dit nausées et vomissements. On a vu dans le syndrome d'occlusion, il peut y avoir une diarrhée initiale. Et puis pareil, le hoquet, qui est aussi de la même physiopathologie que l'irradiation scapulaire par irritation phrénique lorsque la péritonite est localisée à la coupole. Pour les signes généraux, si on est dans une péritonite infectieuse, il y aura une fièvre habituelle. Elle est présente dès le début pour les péritonites bactériennes. Et pour les péritonites dites chimiques, par exemple le perforation gastro-duodénale, elles apparaissent plus tardivement parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de sepsis initiale. Et elle peut être plus élevée elle peut être très élevée, je veux dire, pour les perforations coliques, probablement en rapport avec ce qu'on appelle des péritonites dites stercorales. Pour la tachycardie, c'est une réaction au sepsis, elle est habituelle. Elle est peut-être parfois plus marquée que ne le voudrait la fièvre, et elle est associée à une chute de tension si on est dans le cadre d'un état de choc. Donc, les signes physiques, toujours inspection, palpation, percussion, auscultation. On va surtout retenir en pratique clinique l'inspection et la palpation. Donc le malade, quand vous le voyez dans le box de consultation aux urgences, il est pâle, il est fatigué. Et il a souvent ce qu'on appelle un faciès péritonéal, c'est-à-dire un faciès figé et parfois gris. Alors l'abdomen en particulier, quand on le regarde de manière latérale, ce qu'on dit à jour frisant, la mobilité respiratoire est réduite, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on veut que le patient respire, ça lui entraîne une douleur abdominale, donc c'est pourquoi il diminue sa fréquence et son amplitude respiratoire. À la palpation, on va avoir une douleur au début, une hyperesthésie cutanée, et puis après une défense, voire la contracture. Vous avez eu ces notions dans votre cours sur les douleurs. Alors, on ne fait plus maintenant de toucher rectal, puisque vous verrez, on va réaliser un scanner, mais si d'aventure vous le réalisez, vous allez rechercher au niveau du cul-de-sac de Douglas, qui est cette partie postérieure à cet endroit-là de la cavité abdominale, vous introduisez votre doigt et vous essayez de voir s'il y a un épanchement, d'enclencher une douleur. On appelait ça historiquement le cri du Douglas, mais évidemment, maintenant, on n'a plus besoin de faire de toucher rectale, puisque vous verrez qu'on réalise un scanner. Important si vous faites de la médecine humanitaire. Pareil, la percussion, en fonction, si on a un tympanisme sur l'occlusion du tube digestif du côlon, on aura un tympanisme, mais à l'inverse, on aura une matité déclive des flancs s'il y a un épanchement liquidien, et si d'aventure il y a un épanchement gazeux, alors qu'on doit avoir une matité hépatique, on aura un tympanisme en rapport avec le pneumopéritoine volumineux. Et à l'auscultation, on aura soit une réduction, voire une abolition des bruits hydroaériques, l'abolition des réflexes cutanéo-abdominaux étant possible, mais en pratique clinique n'étant pas recherchée. Alors il y a une forme qui est fondamentale à retenir parce qu'elle est très fréquente chez le sujet âgé, et vous savez que la population vieillit, c'est cette forme de péritonite dite asthénique. Alors elle est polysymptomatique. Alors pourquoi chez le sujet âgé? Parce qu'il y a une diminution de la taille des muscles, une amyotrophie, et donc pour avoir une contracture ou une défense, il faut un muscle. On l'a vu dans le chapitre pour la douleur. Alors,
Les signes généraux, puisqu'on est la plupart du temps dans un sepsis, ils passent à ce moment-là au premier plan, mais on n'a pas de diagnostic abdominal avec une douleur, une défense et une contracture. Donc les 4 principales causes qu'il faut retenir, je vous l'ai dit, premièrement, le sujet âgé, l'immunosuppression, la dénutrition majeure et l'antibiothérapie préalable qui larve la péritonite. Vous pouvez également et devez retenir l'insuffisance rénale. On a vu ces critères de gravité, je n'y reviendrai pas, que sont le sepsis et le choc septique, ça a été abordé dans le tableau de l'occlusion. Les examens complémentaires biologiques et imagerie médicale. Alors, ils sont peu utiles pour faire le diagnostic, parce que le diagnostic est surtout clinique, mais il permet d'évaluer le retentissement de l'inflammation et, bien sûr, de classer le patient pour le sepsis. Évidemment, il faut absolument faire le diagnostic des bactéries mises en cause. Donc on réalisera des hémocultures s'il y a un passage hématogène dans le cadre du sepsis. Le traitement étant très souvent opératoire, on réalise un bilan préopératoire. Pour le sepsis, définition du sepsis, diapositive précédente, on réalise un gaz du sang artériel et bien sûr un bilan hépatique pour estimer la bilirubinémie. L'imagerie médicale, donc chez l'adulte, c'est le seul examen radiologique à réaliser devant une suspicion de péritonite. Eh bien, c'est avec injection de produits de contraste, comme pour l'occlusion, évidemment, si on ne fera pas d'injection en cas d'allergie et d'insuffisance rénale. Et les 3 signes scadographiques principaux sont l'épanchement gazeux, l'épanchement liquidien, dont on sait que ça peut être de la bile, de l'urine ou de l'acide infecté. Et puis bien sûr, on essaiera de trouver une collection liquidienne, qu'elle soit la plupart du temps, du moins qu'elle soit cloisonnée, ce qui fait qu'on va évoquer à ce moment-là un abcès intraluminal. Donc, quelques illustrations iconographiques, donc un pneumopéritoine au-dessus du foie. S'il est extrêmement important, on le verra sur la diapositive suivante, on aura un tympanisme. Alors d'habitude, là, quand on tape, on a le foie, et donc là, il n'y aura pas de tympanisme, la matité va être respectée, mais par contre là, on aura un tympanisme. On pouvait noter ici qu'il s'agissait probablement, avec cette petite bulle d'air au niveau du rex, d'une perforation du duodénum. C'est très classique de retrouver soit ici, soit dans le petit épiplomb. Toutes ces notions-là, pour l'iconographie, ne sont pas à retenir. Ça vous permet de voir le ligament falciforme et un pneumopéritoine extrêmement abondant, avec aussi une petite bulle à cet endroit-là. Un pneumopéritoine avec une perforation du duodénum, on voit la partie inférieure du foie, donc une petite perforation duodénale. Donc voilà, nous en avons fini avec ce cours sur le syndrome péritonéal qui est relativement aisé et dont toutes les notions à partir de la diapositive numéro 8 jusqu'à la diapositive numéro 18 sont à connaître, puisqu'elles peuvent faire l'objet de questions. On a vu que les facteurs de gravité comme le sepsis sont communs à tous les sepsis. N'oubliez pas de connaître l'anatomie donc des schémas qui sont proposés dans ce cours. Je vous remercie et je vous souhaite un bon apprentissage.